C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Le président Emmanuel Macron a rendu hommage aux policiers tués la semaine dernière à la préfecture de police. Le chef de l'État s'est voulu lucide et n'a pas caché une forme d'impuissance de l'État. On l'écoute. Les institutions seules ne suffiront pas. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Non. C'est la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. Nous ne l'emporterons que si notre pays, qui est venu à bout de tant et tant d'épreuves dans l'histoire, se lève pour lutter contre cet islamisme souterrain qui corrompt les enfants de France. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance et non le soupçon qui corrode. Oui, quelle est cette société de vigilance Eh bien, on va écouter une fois de plus le président. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il l'explique. La vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable des consciences. C'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République, une séparation. Et puis le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lui, courait les auditions parlementaires. Ce matin, il était devant la commission d'enquête du Sénat. On l'écoute. Oui, on a un temps de retard avec l'ennemi, face au terrorisme, mais aussi face à l'islamisme politique. Face à ces radicalisations-là, notre société court un risque. J'assume de vous le dire politiquement. Et donc, il nous faut aussi nous réarmer. C'est ce à quoi nous a invité le président de la République. Tout le monde est d'accord sur un point. Il y a eu défaillance à tous les niveaux. Et maintenant, on fait quoi? On en parle avec nos invités. Virginie Leguet de Paris Match, bonsoir. Roland Quérol, politologue, bonsoir, directeur associé au Cevipof, merci d'être avec nous, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Donc bienvenue à tous, et on va commencer par cette information de la journée. Sylvie Goulard, la candidate d'Emmanuel Macron pour siéger dans la future Commission européenne, a été rejetée. C'est un désaveu donc pour le président français, Jean-Marie? C'est une défaite politique importante parce que, rappelez-vous, la composition et la nomination d'ailleurs d'Ursula von der Leyen devait beaucoup, sinon essentiellement, à l'habileté et au sens politique, j'allais dire, d'Emmanuel Macron. Donc il y a une part de revanche dans ce vote. Vous vous souvenez que Ursula von der Leyen était née du refus, notamment par la France, pas seulement par la France, mais notamment par la France, de Manfred Weber, qui était le candidat du parti de centre-droit qui reste le parti le plus important au sein du Parlement européen, et notamment du Parti conservateur allemand. Refus de cette personnalité, il prend sa revanche. Il prend sa revanche à l'aide d'un certain nombre de parlementaires, d'autant que 2 autres commissaires ont été récusés, un socialiste, une autre... je ne sais plus quelle est la couleur politique de la députée roumaine qui a été écartée. Je crois qu'elle est travailliste ou socialiste également. Donc il y a une part de revanche politique par rapport à tous ces événements-là qui font que Sylvie Goulard, évidemment, qui était fragile, s'il n'avait pas eu sa fragilité au départ, il ne se serait rien passé, évidemment. Mais cette fragilité a permis qu'un certain nombre d'élus prennent leur revanche, et notamment le Parlement européen, aux dépens des chefs d'État et de gouvernement qui ont eu la main sur la présidence de la Commission et la composition de la Commission, alors que le Parlement pensait avoir davantage de marge de manœuvre qu'il n'en a eu. Roland, l'Élysée dénonce un jeu politique. C'est ce qu'on peut y lire, en tout cas, derrière tout ça, de petites vengeances à la fois des Français, des députés français. Il raconte une histoire assez surprenante. Le président de la République, en général, on ne raconte pas publiquement comment ça s'est passé. Raconte les coulisses. Les coulisses, quoi. Or, il nous dit... Il dit qu'il y a eu des petitesses. J'ai proposé 3 noms.
dont celui de Sylvie Goulard à la présidente de la commission. Elle m'a dit qu'elle voulait Sylvie Goulard. Et je lui ai dit, attention, il y a des problèmes, bien qu'elle ne soit pas mise en examen, il va y avoir des polémiques. Et elle lui dit, je vais me renseigner auprès des 3 principaux groupes parlementaires, qui sont ceux de la majorité du Parlement européen. Et elle le rappelle, dit-il, en lui disant, ça va, pas d'objection, on peut y aller, c'est Sylvie Goulard. Et donc, lui, il considère évidemment que c'est une vengeance politique, que c'est, comme l'a laissé entendre Jean-Marie Colombani, Manfred Weber et ses amis, et tous les autres, ceux qui ne sont pas dans la majorité, les Verts, etc., qui se vengent. Que Macron voulait dégommer, a dégommé. Oui. Nous savions tous, quand on a entendu le nom de Sylvie Goulard, qu'il y avait, avant même de parler de politique, un véritable problème sur sa personne. Le fait qu'elle soit en effet au cœur d'une affaire concernant les assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen, et le fait que de surcroît on apprenne qu'elle avait été rémunérée par un think tank américain pour 12 à 13 000 euros par mois pendant 2 ans, alors qu'elle était députée européenne, ça chargeait quand même la barque terriblement. Moi, j'avais pensé que, franchement, comme beaucoup de gens, qui prenaient un risque inouï, le président de la République, il l'a payé. Oui, il paye les mauvais choix. Virginie Pierre Il paye les mauvais choix, il paye beaucoup de mauvais choix. C'est-à-dire qu'il se pose quand même aujourd'hui une question en termes de ressources humaines, presque des choix d'Emmanuel Macron. Quand on fait le bilan depuis le début du quinquennat, il faut quand même s'étonner aussi d'une chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas désirable ou qui est devenu indésirable à la place du gouvernement, puisqu'elle a été obligée de quitter le gouvernement sur ces histoires de poursuites liées aux assistants parlementaires, quelqu'un qui est indésirable dans le gouvernement français pourrait être désirable au Parlement européen. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement, Jean-Marie l'a dit, certes, il y a un jeu de peut-être calcul politicien, de revanche, mais j'ose espérer qu'il y a aussi une prise de conscience à l'échelle européenne, que Emmanuel Macron n'a pas sans doute intégrée, mais qu'il y a aussi une éthique à respecter et que Madame Goulard ne respectait pas cette éthique, même si le procès n'a pas encore totalement eu lieu et qu'elle est encore que présumée, elle est présumée innocente. Mais c'est un échec cuisant pour Emmanuel Macron, c'est un échec politique important parce qu'effectivement, c'est l'image de la France qui est quand même sacrément écornée à travers cette éviction. L'image il y a eu aussi, il faut rappeler quand même qu'il y a eu quand même 2 auditions aussi de Sylvie Goulard auprès des parlementaires, qu'une première audition n'a pas suffi pour déterminer le choix de sa place en tant que commissaire européenne et que donc du coup la deuxième commission n'a visiblement en plus n'a pas convaincu les parlementaires. Virginie, un mot et on va repasser à notre sujet. Oui, l'humiliation elle est double, elle est pour Sylvie Goulard qui a dû affronter 2 auditions et qui aujourd'hui a essuyé un vote cinglant. Je rappelle que c'est 82 contre 29, donc là il n'y a même pas de calcul très serré, c'est une majorité écrasante qui s'est prononcée contre elle. Et c'est une humiliation pour Emmanuel Macron, qui, certes, aujourd'hui, fait mine de se retourner contre une Ursula von der Leyen en disant « je comprends pas, elle m'avait assuré que c'était une bonne idée ». Elle avait choisi sur les 3 noms... Mais c'était à lui de savoir si c'était une bonne idée ou pas. Lui, c'est pas Ursula von der Leyen, c'est à lui, président de la République, de savoir s'il était judicieux de proposer Sylvie Goulard, dont la candidature était affaiblie, même pour les Français, aux yeux des Français. Et avant même que Emmanuel Macron prenne la décision définitive, il y avait déjà eu des voix qui s'étaient interrogées sur le bien fondé de choisir Sylvie Goulard. Donc la responsabilité entière et première, elle lui revient. Je comprends que ce ne soit pas très agréable et je comprends qu'aujourd'hui, ils mettent en cause les calculs, les vengeances, les bassesses qui auraient pu peut-être se dérouler pendant le vote, mais je crois que l'enjeu n'est pas là du tout. Quand on est Emmanuel Macron, qu'on est le héros du nouveau monde et que ce nouveau monde promet l'exemplarité, promet la clarté, la transparence et une vie politique totalement impeccable, on ne peut pas proposer Sylvie Goulard au poste aussi important qui était celui qu'elle devait occuper. Heureusement, en principe, ce poste-là restera à la France. À lui maintenant de trouver un autre candidat. Jean-Marie, un mot. Oui, parce que dans la balance, il y a une sorte de révolte qui s'est manifestée là, à l'occasion, tout ce qui vient d'être dit est juste, parce que Emmanuel Macron avait la main sur la présidence de la Commission, sur la Commission elle-même, et le portefeuille de Sylvie Goulard était énorme. Et a fait grincer beaucoup de dents au Parlement européen. Marché intérieur, numérique, défense, culture, et quoi encore, je veux dire. Donc ça aussi, ça a pesé en négatif dans la balance. Alors, on va parler de ce qui s'est passé donc, la semaine dernière avec cet attentat. Donc après chaque drame, il y a des discours, des lois, des états d'urgence, au risque d'affaiblir la démocratie en empilant les lois. Aujourd'hui, en réalité, l'heure est au constat et le trouble politique est grand. Roland ? Oui. On vient d'entendre Emmanuel Macron sur... Oui. Heureusement, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas décidé d'ajouter une loi à toutes les lois. Non, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est quand même déjà ça. Voilà. Mais c'est vrai que
quand on est comptable de la façon dont fonctionne l'État, qu'il y a eu un tel dysfonctionnement, d'autant que les gens s'imaginent qu'un service de renseignement de la préfecture de police est quelque chose de très important, alors que c'est un petit service assez annexe dans le dispositif. Mais ça donne cette image que dans le sein du sein, il y a des gens qui sont infiltrés. Ça ne semble pas non plus être le mot exact. Et du coup, il faut montrer qu'on agit. Et voilà, et on est garant de la sécurité des citoyens, donc on le fait. Et puis, il y a à partir de cela le folklore politicien habituel français, c'est que du coup... Démission. Oui. Démission. Ça preuve d'ailleurs que Mme Marine Le Pen ou M. Ciotti ne sont pas très malins politiquement, parce que plus ils vont réclamer la tête de M. Castaner, moins ils l'auront sur un plateau. Mais voilà, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des polémiques assez médiocres, même dans des moments où on n'a pas très envie de rigoler. Sur ce sujet Castaner, justement, je pense que le défaut que l'on a tous, et qu'ont les politiques, les premiers, ceux qui réclament la démission de façon très pavlovienne, en effet, du ministre de l'Intérieur, c'est de faire peser sur les seules épaules du ministre de l'Intérieur, le dosage ou l'équilibre entre la répression nécessaire et la préservation des libertés individuelles. Et cet équilibre-là, on se dit, il y a quelqu'un qui est censé arbitrer en permanence et faire respecter ça. C'est une charge trop lourde qu'aucun ministre de l'Intérieur seul ne peut porter. Il n'y a pas qu'un ministre de l'Intérieur, il y a un Premier ministre, il y a un garde des Sceaux, il y a un président de la République. Et donc là, je pense que la barque du ministre de l'Intérieur, quoi qu'il arrive, quelles que soient les époques d'ailleurs, est trop chargée par rapport dans le réflexe que je suis d'accord avec votre analyse sur le fait que c'est presque anecdotique de savoir est-ce que M. Castaner ou pas doit démissionner. De toute façon, le ministère continuera de tourner visiblement parce qu'il y a quand même un second qui s'appelle M. Nunez qui visiblement connaît encore mieux, bien mieux, si ce n'est beaucoup mieux les sujets que M. Castaner. Mais quand même, le problème que l'on a avec l'affaire de cet attentat, c'est qu'on a eu une communication en amont de M. Castaner qui est problématique. C'est-à-dire que la communication de M. Castaner qui intervient tout de suite après, qui est erronée, intervient après une succession d'erreurs que M. Castaner a fait depuis le début de ce quinquennat. Donc c'est pas qu'une question politique, c'est une question, je m'excuse, mais aussi une question de compétence aussi. C'est-à-dire qu'il est devenu le ministre de la communication de l'Intérieur au final. Au moment où il parle, c'est pas erroné. Mais au moment où il parle, c'est tout. Il faut attendre les informations. Quand on est ministre de l'Intérieur, on attend les informations. Mais vous savez mieux que lui ce qu'il faut faire quand on est ministre de l'Intérieur. C'est pas que je sais mieux que lui, c'est que moi, en tant que citoyen français, j'ai besoin d'avoir un ministre de l'Intérieur qui me donne des informations justes. Et je pense que les Français attendent des informations justes. J'espère que les quand il y a eu l'affaire du début des Gilets jaunes, quand il y a eu l'affaire de M. Benalla, quand il y a eu l'affaire de la noyade, enfin de la mort du jeune Steve, M. Castaner a en permanence communiqué. Donc je ne suis pas quelqu'un, moi je demande jamais la tête de quelqu'un, mais je me pose la question de la solidité et de la compétence du ministre Castaner. Et c'est même pas que moi qui la pose la question. Regardez les troupes d'ailleurs au sein de l'administration. Je me demande encore aujourd'hui s'il a autorité et les gens de l'administration de l'Intérieur se posent la question de l'autorité du ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il a encore autorité pour faire autorité justement sur un ministère qui nécessite de l'autorité? C'est ça qui pose problème et qui pose question aujourd'hui. Vous voyez l'audition qui a eu lieu ce matin au Sénat. Vous voyez bien comment le jeu de rôle se joue entre M. Nunez et M. Castaner. M. Castaner qui dit des énormités que M. Nunez est obligé de démentir par la suite parce que comme ça on pourrait donner des informations à tout va tel qu'il a voulu le faire croire ce matin, alors que M. Nunez lui explique gentiment, poliment et avec beaucoup de diplomatie qu'en fait non, les documents dont il parle, il ne peut pas les divulguer. Alors ça, c'est quand même un problème de compétence. Pierre, oui, c'est un sujet important, mais là où j'aimerais qu'on entre peut-être dans le fond aussi, c'est qu'il s'agit là en ce moment ce qu'est en train de faire la classe politique. Or, ceux qui demandent la tête du ministre, c'est de constater l'échec administratif, politique, moral de ce qui s'est passé. Virginie, est-ce que là, c'est non pas un scandale d'État, mais un scandale administratif, que ce soit l'affaire de l'imam qui devait quitter le territoire, ça n'a jamais été fait, qu'en 2015, le fait que le tueur ait trouvé que l'attentat de Charlie Hebdo, c'était bien fait, que personne, à part oralement, ait montré sa défiance, que rien n'ait été fait. C'est ça le sujet
dramatique que vit le pays. Et c'est pas le sujet Castaner. C'est important aussi, mais c'est le seul sujet. Il y avait une certaine ironie un peu cruelle à entendre Emmanuel Macron dire que, je relis ces mots, qu'il faut savoir repérer à l'école, au travail, les relâchements, les déviations. Oui. C'est exactement ce qui ne s'est pas produit à la préfecture. C'est-à-dire qu'il y a eu... Il y a eu des signaux qui, séparément, étaient probablement chacun pris isolément faibles, mais qui auraient dû former une forme de signal très fort en haut. Oui. Et les explications qui ont été avancées, qui étaient que, comme les propos du tueur qui ont été rapportés n'ont pas fait l'objet de traces écrites, eh bien finalement, ça n'est jamais parvenu à la bonne personne de la hiérarchie. Je trouve que c'est une explication qui n'est pas du tout convaincante. Les propos ont été rapportés, ont été entendus par un autre collègue qui visiblement était quand même un supérieur hiérarchique. Ce supérieur hiérarchique, écrit ou pas écrit, aurait dû se dire, tiens, il y a peut-être un petit souci. Oui, mais ils se sont dit, ça va faire du barouf, on va nous accuser d'être islamophobes. Oui, mais du coup, on a l'impression que le discours d'Emmanuel Macron, qui était un discours assez martial, un discours très plein de bonne volonté, arrivait avec un train de retard, parce qu'il ne faisait que souligner ce qui ne s'était pas produit à la préfecture, et certes, en disant que chacun, à son niveau, chaque citoyen français, doit être responsable de ce qu'il voit et doit le signaler quand ça lui paraît être quelque chose de dérangeant. Je trouve que c'est déplacer le problème. Le problème majeur, c'est qu'à l'intérieur d'un corps de fonctionnaires, il semblerait que chacun essaye soit de ne pas déplaire, soit de se protéger, quitte à laisser passer un certain nombre de choses qui sont problématiques. Roland et Jean-Marie, plus fondamentalement quand même, quand ils demandent une société de vigilance, c'est-à-dire de regarder ce qu'il y a, qui autour de nous, alors de celui qui porte une barbe un peu plus longue, qui ne veut plus serrer la main aux femmes, etc. Est-ce que la France, qui quand même a un passé, on le sait, collaborationniste, c'est-à-dire une société, là pour le coup, où on dénonce des gens, les juifs, est-ce qu'on peut, dans un pays qui a eu ce passé-là, dire vous allez peut-être dénoncer, être vigilant? À mon avis, c'est la question fondamentale du moment. Tout le monde peut comprendre qu'il faut une société de vigilance dans une période de terrorisme. Je trouve que moi, j'ai vécu dans un pays où il y avait du terrorisme pendant plusieurs années, et on fait attention. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la vigilance? Si ça veut dire, dès l'instant que quelqu'un porte une barbe, nous a dit Castaner, pour le coup, qui va en djellaba à la mosquée, c'est des signes qui peut-être peuvent ne pas tromper. Attention, le fait de pratiquer une religion de manière traditionnaliste ou rigoriste, ça n'a strictement rien à voir avec le djihad. Et quand on appelle tout le monde, y compris à l'école, les gosses vont aller dire qu'ils ont vu des signaux d'un de leurs copains ou des parents de leurs copains. Ça peut fonctionner, ça tient la route ou pas? Écoutez, je voudrais avoir votre avis. Non seulement ça ne tient pas la route, mais il faut faire très attention. Dans l'arsenal de ce que c'est que l'état de droit dans ce pays, les libertés individuelles, les libertés publiques, c'est un socle fondamental pour nous tous. Et se dire qu'il faut de temps en temps se dire, fi de tout cela, on doit dénoncer si on sent des signes faibles, y compris cela. Moi, il n'aurait pas cité ces exemples, Castaner. J'aurais dit oui, je comprends que les gens doivent signaler ce qui leur paraît extrêmement inadmissible. Mais ces signaux-là, non. Là, je trouve que là, on trouve que c'est plus que déraisonnable. En l'occurrence, pardon Roland, dans l'affaire de la préfecture, un des signaux qu'on qualifie de faibles était que le tueur avait réagi aux attentats de Charlie Hebdo en disant bien fait. Là, il n'y a pas de doute possible sur quelque chose qui ne va pas. C'est le pire, c'est le pire des signaux. Je termine, si vous m'y autorisez, je termine ma phrase. Mais ils ne se sont pas dit. Mais ils ne se sont pas dit. Ils ne se sont pas dit. Ne me coupez pas, je termine ma phrase. Je vous coupe là-dessus parce que c'est là-dessus. Ils ne se sont pas dit, enfin, ça va faire du barouf. Le supérieur en question, qui n'est pas dire tout à fait un supérieur hiérarchique, a dit aux deux personnes du service qui signalaient cela, très bien, est-ce que vous êtes d'accord pour le signaler? Et c'est eux qui ont dit non. Et c'est très difficile, dans ces cas-là, d'imaginer une administration qui continue à
faire savoir au nom de quoi si personne ne veut faire le signalement. Non, je trouve que c'est une façon de se défausser sur... c'est la vérité. Sur le la bas vérité de la est parfois hiérarchie. plus embêtante. Non, la direction journalisme. pourrait se dire il n'y a pas de trace écrite. Pour autant, nous, on va se montrer vigilants parce que c'est de notre responsabilité et c'est pas de la responsabilité des fonctionnaires qui se sont permis de rapporter des propos. Ce sentiment de donneur de leçons m'échappe. Jean-Marie et Pierre. Ça vous échappe aujourd'hui, Roland? Oui, les donneurs de leçons. Oui. Jean-Marie et Pierre, en même temps, on vit dans une période où, je crois, dans l'année, on a évité près d'une 60aine d'attentats. Donc les services fonctionnent, le renseignement fonctionne, etc. Et il serait vain et faux de croire qu'il n'y aura jamais quelque chose qui passera à travers les mailles du filet. Le risque zéro, comme on dit, n'existe pas. Donc il faut en même temps qu'on intègre cette donnée-là. Tout ce qui vient d'être dit sur les défaillances est juste. Mais néanmoins, il faut rappeler qu'on est dans une période où le terrorisme est encore actif. Daesh va peut-être renaître de ses cendres grâce à M. Erdogan actuellement en Syrie. Et donc il faut avoir ça à l'esprit. Et d'autre part, sur la société de vigilance, le grand problème qui nous est posé est toujours le même dans ce genre de période. Là, rappelez-vous, dans nos textes ordinaires, ont été intégrées les dispositions de l'état d'urgence. Oui. C'était les dernières améliorations ou changements législatifs. Et plus on fait de loi, plus on affaiblit notre démocratie. Plus on fait de lois dans ce sens, et plus on décale ou on change l'équilibre entre répression, nécessairement sauvegarde et protection, et puis défense des libertés publiques d'autre part. Et toute la question de nos sociétés, elle est là. Elle est dans comment est-ce qu'on réussit in fine à préserver ces libertés malgré la tentation qu'il y a. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que l'histoire nous enseigne toujours que les dispositions que l'on prend dans l'urgence sur des questions de cette nature pour renforcer un arsenal de ceci, un arsenal de cela. Il n'y a pas de décision. Oui, elles ont été faites, encore une fois. On a intégré les dispositions de l'état d'urgence dans la loi ordinaire. Elles servent toujours, si je peux me permettre, elles servent toujours à autre chose. Elles servent toujours à une autre majorité, à d'autres gens qui peuvent en faire un usage dévastateur. C'est ça que nous enseigne l'histoire de France. Et donc, c'est de cela qu'il faut se prémunir. Et tout ce qui est sous-jacent de ces raisonnements-là, qui consiste à toujours demander plus, etc., c'est l'idée que l'état de droit serait un état de faiblesse. Non, l'état de droit n'est pas un état de faiblesse. Et donc, non, mais là, on découvre un état de faiblesse. Non, il faut se battre. C'est pas une question de droit, là. C'est une question de pertinence ou d'intelligence des personnes. Ce qui est juste dans ce que dit Jean-Marie, c'est qu'un des grands problèmes qu'on a connus récemment encore, et notamment après les périodes où les actes d'attentats, c'est la précipitation à vouloir légiférer. C'est ce que Naomi Klein a appelé la théorie du choc. C'est-à-dire qu'une décision, un attentat, on prend une décision, et en général, effectivement, ça vise toujours à réduire les libertés publiques, et qui en plus finissent par être acceptées par la société, parce qu'au nom du terrorisme, on va priver des libertés. Et donc aujourd'hui, on n'est pas effectivement dans cette étape-là, puisque le gouvernement visiblement n'a pas l'intention de présenter une nouvelle loi. En revanche, il dicte effectivement un certain nombre de consignes, et c'est effectivement là où il y a un sujet. C'est-à-dire qu'à partir de quel moment nous tous devons considérer que le voisin est possiblement radicalisé? Non, moi je n'ai pas envie de cette société-là de flicage de qui que ce soit. Je ne sais pas faire ça, et je pense que c'est une compétence particulière. Et je crois que les services aujourd'hui de l'administration manquent sans doute aussi de moyens. Quand j'entendais un fonctionnaire de l'intérieur nous expliquer qu'il y avait une personne qui pouvait faire le tour, d'une personne de renseignement qui pouvait faire le tour des mosquées en Seine-Saint-Denis pour voir justement les discussions, échanger avec les croyants, c'est un problème aussi de moyens pour essayer d'aller repérer. Je veux juste rajouter une chose quand même, parce que moi ce qui m'inquiète aussi, c'est évidemment cette société de vigilance à laquelle appelle Emmanuel Macron, mais c'est aussi les termes du débat. C'est-à-dire que non, islam ou islamisme ne veut pas dire terrorisme. Et ce qui m'inquiète, c'est cette dérive qui consisterait à dire islamisme égale terrorisme. Et dans la conception d'Emmanuel Macron, quand il appelle à la vigilance, quand il appelle l'hydre islamisme, il faut quand même savoir que la France commerce avec des islamistes. Il faut savoir que la France commerce avec des pays qui sont dirigés par l'islam, qui sont dirigés par un islam politique. Prenez la Turquie, prenez au Moyen-Orient, prenez aussi l'Arabie Saoudite, à qui on vend des armes. Donc, il ne faut pas dire qu'en France, il y a des islamistes et il faudrait tous les arrêter parce que ce sont des dangereux terroristes. C'est ce débat-là qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux termes que l'on utilise. Non, islam ne veut pas dire islamisme et islamisme ne veut pas dire terrorisme. Et c'est ça qui, à mon avis, m'inquiète aussi. Virginie, je voudrais qu'on entende Aurélien Taché, donc député La République En Marche, sur cet imam de Gonesse qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais qui n'a pas été appliquée. Et pourquoi? On écoute.
Quelque chose qui est absolument anormal, je suis d'accord. La question de la politique migratoire, finalement, c'est pas tellement de nouvelles lois, et c'est pour ça que le gouvernement ne veut pas aller dans ce sens. C'est à un moment faire appliquer un certain nombre de décisions, faire preuve effectivement de courage et de réalisme. Et là, on aurait dû avoir une expulsion, c'est très clair. Cette personne a eu un titre de séjour parce qu'elle s'était mariée, qu'elle a eu un enfant, d'accord. Bon, je crois que ce n'est pas entendable, il aurait fallu l'expulser. Voilà, c'est pas entendable. Oui, il aurait fallu l'expulser, mais on sait très bien qu'en France, on n'expulse pas. Donc là, c'est le rôle de l'État, c'est pas la société de vigilance, là, pour le coup. Bien sûr, mais les lois, elles existent, mais elles ne sont pas toujours appliquées. Voilà. Ceux à qui on n'accorde pas le droit d'asile ne repartent pas chez eux. Ceux qui sont en situation illégitime ne sont pas expulsés. C'est à la fois la fierté de notre pays de connaître une démocratie, c'est un honneur, nous le vivons pleinement et nous le revendiquons. Et en même temps, il est très difficile de penser que malgré tout, il faut mettre en œuvre quelque chose de très différent depuis que le terrorisme prend cette ampleur-là dans notre sol, qui est effectivement faire attention à l'autre et pas considérer que, après tout, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut. Là, on a bien vu ce qui s'est passé à la préfecture. Il s'est passé que de l'intérieur, quelqu'un qui probablement, quand il est rentré à la préfecture, ne présentait aucun risque de radicalisation et peut-être même n'était très loin de cette démarche, mais qui, pendant les années qu'il a passées à la préfecture, s'est progressivement radicalisé. Probablement à l'insu de certains, probablement que d'autres ont vu un certain nombre de signaux qui n'ont pas été portés à la bonne personne. C'est ça la difficulté. Alors, en même temps, il ne faut pas tout mélanger. Je suis d'accord avec ce que dit Virginie, mais il ne faut pas non plus tout mélanger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas induire que cet imam avait prêché la violence. Il n'était pas expulsable pour avoir prêché quoi que ce soit. Il était expulsable par défaut de papier de séjour. C'est ce que j'ai dit. Par défaut de papier de séjour. Donc il ne faut pas non plus tout mélanger. La recherche des imams qui ont des propos violents, elle est faite. Il y a un certain nombre d'imams qui sont expulsés chaque année, et ceux-là ne sont pas retenus en France. Ils sont bien expulsés. Et donc vous ne pouvez pas induire, parce que celui-là a été récusé pour des histoires de papier, qu'il prêchait la violence. Il faut faire attention aussi. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui a conduit cette personne à la violence à ce stade? On ne le sait pas encore. Attendons que les enquêtes soient faites. Et ne négligeons pas non plus. L'imam en question n'est pas du tout mis en cause. Non. Et ne négligeons pas non plus tout le travail qui est fait par les services de renseignement, par les policiers, etc., qui se traduisent par des attentats empêchés et qui se traduisent par des imams en effet violents ou qui aspirent à la violence ou qui sont contre la laïcité républicaine et qui sont expulsés. Tout cela existe aussi. Je voudrais vous poser la question, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mouvement de jeunes britanniques d'origine musulmane. Ils avaient inventé ce slogan « Not on my name », pas en mon nom. C'était en 2014. On va voir un extrait d'ailleurs des jeunes britanniques qui s'étaient mobilisés contre l'État islamique et les attentats. Message à l'endroit des extrémistes, ne tuez pas au nom de l'islam extrémiste. Je vous propose de regarder un tout petit extrait, si on peut voir cette vidéo. Voilà, not on my name. The ISIS do not represent Islam or any Muslim. Because it's totally un-Islamic. Because they're killing innocent people. Because you're unjust. Des victimes innocentes. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le Conseil français du culte musulman ou d'autres instances, on sait que chez les musulmans, il n'y a pas, comme chez les catholiques, un clergé avec... Est-ce qu'il y a un moment, il faut aussi que les personnes de religion musulmane disent « vous ne pouvez pas tuer en notre nom ». Mais il y a un côté... Au nom de cet islam de paix, quoi. Mais en tant que citoyen, on peut toujours, et on doit toujours s'offusquer des crimes qui sont commis au nom d'une religion. Je ne vois pas pourquoi on devrait demander aux musulmans aujourd'hui de s'excuser pour des faits qui ne sont pas... ou en tout cas de dire que c'est pas un moment. Mais d'accord, mais est-ce qu'on demande aux catholiques de France et du monde de s'excuser pour les actes ignobles qui sont commis sur des enfants? Est-ce qu'on demande ça? Est-ce que vous avez demandé aux catholiques du monde de mettre des pancartes pas en mon nom parce qu'aujourd'hui on viole des enfants? Non, on ne le demande pas. Pourquoi on le ferait aujourd'hui sur des musulmans? Non, les musulmans, ils sont des citoyens comme tout le monde. Mais si c'est la même chose, je suis désolé. Les musulmans sont des citoyens comme tout le monde et ils s'offusquent du fait qu'aujourd'hui, au nom de leur religion, on fasse des actes terroristes, on fasse des attentats. C'est pas je dis on fait rien. Je dis c'est l'entièreté du monde doit s'offusquer de ça. Mais c'est pas aux musulmans, c'est pas à eux de dire vous êtes responsable de votre religion, vous êtes responsable de ceux qui croient comme vous. Visiblement, les musulmans ils ne croient pas comme la personne qui a agi le week-end dernier. Le Conseil français du culte musulman a condamné fermement. Oui, il l'a fait. Et il le fait chaque fois. Et
principales autorités intellectuelles qui s'expriment en France. Mais est-ce que cette vigilance, elle leur est aussi adressée? Le problème, mais non, parce que c'est pas à eux de le faire. Le Conseil du culte musulman, il peut dire ce qu'il raconte. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la société, qui se fiche bien des condamnations du Conseil. Moi, je crois qu'on est devant un problème plus grave que ça, parce que c'est en effet au nom de l'islam que ces gens font ça. Et qu'il y a des lectures du Coran, disons du Coran de Médine, qui permettent ce genre de choses. Je crois que ce qui est important, c'est que les intellectuels musulmans, islamiques, permettent un dévoilement de ce que ça veut dire aujourd'hui qu'être musulman, qui ne soit pas le simple respect de tout ce qui est dans le Coran. Comme les autres religions l'ont fait au cours des siècles. On retient le message religieux et tout ce qui est lié à l'État islamique, celui de Médine, celui de Mohammed, pas celui d'aujourd'hui. Tout ce qui est lié à ça ne fait pas partie de la doctrine religieuse, mais était lié à un état spécial de guerre que connaissait le prophète. Moi, c'est ça que j'attends. C'est une élaboration intellectuelle de l'ensemble des responsables et penseurs d'un islam des Lumières, en quelque sorte. Oui, c'est ça. J'attends qu'on ait un vrai mouvement des Lumières. On a quelques individus qui font ça à titre personnel. Oui. Des imams mais il n'y a pas assez de recherche collective et mondiale qui essaye ce travail. Virginie, votre avis là-dessus? Je me demande, moi, si nous ne devrions pas, nous poser la question de savoir comment notre société produit des hommes comme le tueur de la préfecture. Qu'est-ce qui dysfonctionne tout au long de leur vie ou tout au long de leur intégration ou de la non-intégration ou du sentiment qu'ils ont de ne pas être bien dans ce pays pour que finalement ils en arrivent à des comportements aussi déviants et aussi violents et aussi... Est-ce que la radicalité n'est pas le réceptacle de la folie, aussi une forme de folie, de déséquilibre psychiatrique et il y en a des fous, il y en a toujours eu. Mais est-ce que du coup, la radicalité extrémiste, islamiste n'est pas devenue ce réceptacle-là, une sorte d'horrible mode de vouloir... Voilà, est-ce que le lien entre maladie psychiatrique et folie, parce que voyez bien, par exemple, jeudi dernier, lors de l'attentat, on oscillait entre l'acte de folie et l'acte de terrorisme. Donc, est-ce que les deux ne sont pas intimement liés? C'est un peu fou ce que je vous demande. Non, c'est pas fou parce que c'est vrai qu'on a tous envie. Et puis même de manière très simple, on pourrait effectivement se dire, compte tenu du fait que quand même aujourd'hui, il y a pas, on peut pas, il faut évidemment pas minimiser, mais il faut relativiser ce que je vais dire. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le nombre d'actes qui sont commis, c'est une infime minorité aujourd'hui de la population, notamment musulmane, et donc du coup, la radicalité qui s'impose au nom des musulmans est quand même extrêmement infime. En dehors de ça, ce que dit Virginie est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, expliquer les causes et les raisons de la radicalité me paraissent être aujourd'hui un point essentiel. Est-ce que Emmanuel Valls n'avait pas voulu... Non, mais oui, quand Manuel Valls dit qu'expliquer, c'est déjà... chercher à comprendre, c'est déjà donner des raisons aux autres d'avoir commis des attentats. C'est faux. Donc la recherche, effectivement, en sciences sociales notamment, est tout à fait intéressante et pertinente. Et juste un dernier point, je m'excuse, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est tout à fait juste, c'est que vous allez dans les quartiers, vous allez dans les endroits où aujourd'hui il y a une concentration de populations musulmanes, et ces populations sont hyper stigmatisées. Vous avez des jeunes qui sont arrêtés en permanence sur délit de faciès. Ça renforce aussi un sentiment de haine de la République vis-à-vis de ces populations-là. Je ne dis pas que c'est ça qui crée la radicalité, mais il faut aussi qu'on s'interroge sur notre capacité à nous de ne pas créer des ghettos. L'échec de l'intégration. Oui, mais il y a aussi une contre-société. Il y a une contre-société à dominante islamique ou islamiste qui est en France et qui se développe et qui cherche en tout cas à étendre son influence. Oui. Et cette influence, il faut bien essayer de la contrecarrer aussi. On passe à la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Alors, au-delà du drame de la préfecture, il y a un ministre qui reste dans la tourmente, bien sûr, on en a parlé, c'est Christophe Castaner. Comment parle-t-on de lui sur les réseaux ? Déjà, on en parle beaucoup. Parce que si on regarde sur l'ensemble des messages sur le gouvernement, il représente plus de 51% des messages sur l'ensemble des membres du gouvernement, ce qui est beaucoup pour un seul homme. Donc voilà, il cristallise et il est le centre de l'attention. Le sujet est ensuite de savoir comment est-ce qu'on parle de lui. Bien globalement, on va dire que c'est un ministre qui renforce la défiance dans les politiques. Pour les internautes, on parle de faute parce qu'il a parlé trop vite.
Et quand je regarde les mots qui sont associés dans les plus de 350 000 messages qu'il y a eu sur lui cette semaine, eh bien, vous le voyez, en gros, c'est un homme qui est jugé comme peu rassurant, voire inquiétant, peu compétent, ne maîtrisant pas, ou en tout cas n'étant pas dans la maîtrise. Donc, globalement, des messages qui ne sont pas très positifs pour M. Castaner. Ce n'est pas pour autant. Le disait Pierre tout à l'heure. Les rhabillés pour l'hiver, c'est terrible. Oui. Mais il n'y a pas le mot démission non plus qui ressort tant que ça. C'est un sujet de... En fait, on n'a pas confiance en lui. On considère... Le principal, c'est qu'il ne maîtrise pas. C'est ce qu'on voit le plus. On a l'impression qu'il est lui-même dépassé par les événements, la situation. Moi, je dirais simplement qu'il n'aurait pas été difficile d'entendre M. Castaner dire, dans l'état actuel des enquêtes, je ne peux pas vous dire plus que ce que je peux vous dire là. Plutôt que de trancher immédiatement et de fermer des hypothèses de façon aussi forte, il aurait pu simplement dire... Prudence. C'est la teneur à peu près des 3/4 des messages qui disent pourquoi parler quand on ne sait pas, et du coup ça donne ce sentiment de ne pas maîtriser, ça donne ce sentiment de manque on va dire de compétence et de calme dans un poste qui le demande, et donc il y a une forte défiance qui s'exprime. Ça ne veut pas dire démission, ça veut dire on n'a pas confiance et ça n'aide pas. C'est vrai que son adjoint est plus rassurant. Bah oui. Et c'est ça. C'est ça. Mais vraiment, c'était frappant, autant de messages. Oui, mais parce qu'il est policier en plus. Et puis sur la tête. Hein. L'autre est barbu. Alors, on va y venir sur les barbus. Ah oui, parce qu'il y a un hashtag qui est né « Balance ton musulman ». Alors, signale ton musulman, c'était ça. Ah oui, c'est signal, pardon. Je confonds avec balance. Et donc, j'ai regardé. Alors, évidemment, il y a quand même beaucoup de messages, 35 100 messages autour de signal un musulman. C'est beaucoup quand même, mais en même temps c'est un hashtag qui n'est pas que négatif. En fait il y avait beaucoup de gens aussi qui disaient mais c'est quoi cette histoire de défiance, les petits gestes et les petits signes que le président a cités en disant mais c'est quoi des petits gestes, des petits signes. Alors quand on regarde les mots qui sont associés, vous voyez qu'il y a souvent le mot barbu qui revient en disant bon alors on va dénoncer tous les barbus vu que les hommes sont de plus en plus barbus, super. Pierre, vous êtes un peu plus barbu que la semaine dernière. Vous allez pas me dénoncer. Pierre, ça va pas. Et on voit beaucoup de colère, beaucoup de voilà, en gros, ça remue beaucoup de choses qui sont compliquées, et surtout, ce qu'on lisait beaucoup autour de ce signal à musulman, en disant mais donc c'est nous qui sommes coupables, c'est nous qui sommes responsables de ne pas dire qu'on a vu que le voit. Donc en fait, ça déclenche quelque chose de très désagréable, et finalement, c'est pas la solution pour les uns et les autres, en disant voilà, on va pas s'en sortir si on crée de la défiance entre nous. Et donc, si on crée de la défiance entre nous, ça devient très compliqué. Ouais. C'est pas une très bonne idée, Roland, cette histoire de société de défiance, parce qu'il faut bien faire un discours au lendemain d'attentats, mais pour ne pas tomber dans ce qu'on a pu voir, par exemple, chez Nicolas Sarkozy, une action, un problème, une action, une loi. Pourquoi il est allé chercher cette idée de défiance? Il n'a pas dit défiance. Vigilance. Vigilance, c'est autre chose. Et ça peut s'admettre comme... C'est une forme de défiance. Oui, mais défiance. Non, du tout. C'est pas le même mot. Non, ça veut dire qu'on se méfie, pas qu'on se défie. Ça peut s'admettre si on n'accole pas à ça les préconisations qui ont été émises par M. Castaner. Ça devient une société de suspicion, du coup. Et en fait, ça, c'est dangereux. Et l'écarté. Oui, Véronique. Je voulais juste terminer sur une chose, c'est que la courbe que je vous ai montrée, au début, elle était sur Twitter. On va dire quand c'est sur Twitter, c'est une réaction instantanée. Enfin bon, je ne dis pas que c'est pas intéressant, mais voilà. Ce qui était très intéressant, c'est que là, depuis quelques jours, le débat, il est sur Facebook. Et sur Facebook, c'est des vrais échanges, et avec des tas de gens qui commencent à inventer des stratagèmes assez incroyables pour dire nous allons être vigilants. Et c'est quoi être vigilant? Et donc, honnêtement, le débat, il est assez inquiétant quand on regarde les échanges qu'on peut observer. Merci beaucoup Véronique, merci à tous. Et un grand merci à Charlotte Turien-Tomaca pour avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Vous aviez autre chose?